de commencer cette présentation donc, de cette adresse aux dirigeants européens. C'est un peu, on va essayer de ne pas être trop long pour plutôt répondre à vos questions. C'est quand même le retour de l'association Climate Change vers l'action de plaidoyer dont nous pouvons considérer qu'on l'avait un petit peu délaissé ces dernières années, plutôt au profit de la mise en réseau des acteurs, que ce soit à travers les coalitions thématiques que nous animons ou les sommets internationaux que nous avons organisés. Je vous rappelle que depuis 5 ans, depuis la COP21, nous avons organisé des sommets importants, parmi les plus importants sur le climat et les principaux dédiés aux acteurs non étatiques, que ce soit Lyon avant la COP21, Nantes l'année suivante, Agadir encore l'année suivante où on avait quand même réuni plus de 5000 personnes, plus des sommets spécifiques africains qui sont un peu, comme le rappelle souvent Jean-Pierre Elong-Mbassi, la pré-COP africaine du climat, le dernier ayant eu lieu à Accra à l'automne dernier, avec près de 2000 participants et la présence notamment du président de la République. Donc, cette conférence de presse en présence de plusieurs vice-présidents de notre association et membres du bureau, qui montre bien l'ancrage international de l'association, puisque Frédéric Vallier, qui est le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe, nous parle de Bruxelles. Anne Barr, qui est une des principales, la coordinatrice plaidoyer genre et climat du WECF, le Women Engaged for a Common Future, nous parle de Munich. Et Jean-Pierre Elong-Mbassi, qui est le secrétaire général de CGLU Afrique, nous parle de Rabat. Et doit nous rejoindre Gilles Vermaux-Desroches, qui est le seul Parisien, donc logiquement plus en retard que les autres. C'est dans l'ordre des choses. Donc, retour de Climate Change sur le champ du plaidoyer, qui est un peu, je vais vous faire quand même un petit point d'histoire parce que tout le monde ne connaît pas notre association, qui est un peu l'histoire de Climate Change, qui est à l'échelle internationale la seule association qui, depuis maintenant 5 ans, globalement, depuis la préparation de la COP21, se donne comme objectif de mettre dans le débat des négociations internationales des plaidoyers, des messages communs, des propositions communes de tous les acteurs non étatiques. Et nous l'avions fait historiquement la première fois lors de la discussion des objectifs de développement durable à New York, en défendant un EDD spécifique sur les villes, plaidoyer porté aussi par d'autres qui avaient été couronnés de succès ensuite. Et c'était vraiment la première fois, et ça n'était pas passé inaperçu, qu'on avait comme ça un texte, et tous ceux qui sont là s'en rappellent, qui était à la fois soutenu par les grands réseaux d'ONG, comme le CAN ou le WECF, par les grands réseaux de collectivités, notamment CGLU et ICLEI. Je suis par ailleurs aussi le porte-parole climat de CGLU, mais aussi de grands réseaux d'entreprises comme le Global Compact, porté notamment par Gilles Vermaux-Desroches, qui vient de nous rejoindre, et que donc on avait une capacité à mettre sur la table des propositions communes de l'ensemble des acteurs non étatiques, là où, historiquement, dans les négociations sur le climat, qu'on suit avec Frédéric et Jean-Pierre depuis des années, on avait plutôt tendance à fonctionner en silo, où les collectivités se battaient pour qu'il y ait des références au rôle des collectivités dans les textes. Pendant ce temps-là, Anne se battait pour qu'il y ait des références au genre et au rôle des femmes dans les mêmes textes, mais chacun menait ses actions de plaidoyer de manière séparée. Et ce qu'on a fait avec Climate Change, et pour la première fois dans l'histoire des négociations sur le climat, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des plaidoyers communs de tous les acteurs non étatiques. Donc, c'est ce que nous avons produit plusieurs fois. Ça a donné, après un deuxième texte, lors du sommet de Ban Ki-moon sur le climat, pour ceux qui s'en rappellent, 1 an avec la COP21, le grand sommet de Lyon, dont je crois qu'on peut dire qu'il avait quand même marqué une étape importante dans les négociations avec énormément d'acteurs venus du monde entier, jusqu'à Nantes et Agadir. Et Agadir reste à ce jour, vous trouverez tous ces éléments sur le site de Climate Change, la déclaration d'Agadir reste à ce jour la déclaration la plus largement signée de l'histoire des négociations sur le climat, avec plusieurs milliers de réseaux, d'associations, de collectivités,
de réseau d'entreprises qui avaient signé le même texte. Texte dont les fondamentaux, qui sont vraiment les fondamentaux de notre plaidoyer, outre de dire qu'évidemment il faut stabiliser le climat, ce qui est une évidence, de faire toujours le lien avec l'agenda du développement, considérer que l'agenda du climat et l'agenda du développement sont au final le même agenda, les deux ayant été adoptés la même année à New York et à Paris, et de rappeler que sans l'action territoriale, on ne peut pas atteindre les objectifs, et donc de mettre toujours les acteurs territoriaux, les collectivités, mais aussi les autres acteurs territoriaux au cœur de la stratégie. Ça, c'est l'histoire, le socle de Climate Change, qui reste à ce jour la principale association rassemblant, ou tentant de rassembler, mais on y arrive quand même très régulièrement, on le montre encore aujourd'hui, l'ensemble des acteurs non étatiques. Il nous a donc semblé qu'avec à la fois la crise actuelle liée au Covid, mais aussi le débat qui était très engagé au niveau européen sur le New Green Deal avant cette crise, qu'il était temps que Climate Change revienne dans le débat européen à un moment tout à fait stratégique, puisque, vous le savez bien sûr, il y aura un Conseil européen en fin de semaine. Ça ne sera peut-être pas le Conseil conclusif, il risque d'y en avoir d'autres derrière, mais qu'il était absolument essentiel qu'on revienne dans le débat européen aujourd'hui en étant toujours convaincu que l'Union européenne reste un acteur absolument central de la régulation mondiale, que sans l'action européenne, il était absolument impossible d'atteindre les grands objectifs, à la fois sur la capacité d'exemplarité de l'Europe, mais aussi sur sa capacité de solidarité internationale, et que donc il était temps de rappeler l'Europe à ses responsabilités, surtout que je crois qu'on a pu voir à travers cette crise absolument inédite et inconnue, à la fois la fragilité de nos sociétés, pas besoin d'être beaucoup plus long sur ce point, mais aussi notre capacité finalement d'altruisme et d'humanisme, puisque cette capacité à appuyer sur le bouton pause de l'économie pour sauver des dizaines, voire des centaines de milliers de vies est quand même là aussi tout à fait nouveau, et que donc finalement cette dynamique humaniste, cette capacité de solidarité, il fallait maintenant la remettre au service des autres crises qui se dessinaient, des autres grands enjeux du climat et du développement. Et donc, finalement, il s'agissait de poursuivre cette dynamique et surtout pas, au nom de la nécessaire reprise économique, d'oublier les grands enjeux climat, puisqu'on sait tous que la crise climatique sera encore bien pire que la crise du Covid. Donc, il nous a semblé essentiel de travailler une parole collective de Climate Change. C'est le sens de cette adresse à la Commission européenne, aux gouvernements nationaux, au Parlement européen et nationaux. C'est-à-dire que cette adresse va être envoyée à plusieurs milliers d'exemplaires. Là, on est en train de l'envoyer un petit peu partout en Europe. Et nous avons choisi de faire en sorte que ce texte soit travaillé non pas sur l'ensemble du réseau Climate Change comme on l'a fait sur les autres textes, mais en s'appuyant sur l'association elle-même, association un peu particulière puisqu'en fait, on a cherché depuis 5 ans à fédérer dans l'association à titre individuel, donc c'est des signatures individuelles qui n'engagent pas les organisations, mais ceux qui ont signé sont tout à fait évidemment représentatifs de la diversité des structures que nous fédérons, de montrer ce consensus de beaucoup d'acteurs européens et africains sur ces grandes priorités. Moi, je pense que on peut toujours avoir raté un texte, et je sais que vous êtes, au niveau des journalistes, beaucoup sollicités sur beaucoup de textes dans le moment, mais je crois que c'est, à mon avis, le seul texte où vous retrouvez des personnalités aussi fortes venant du monde des collectivités, secrétaires généraux des principales associations, dont Jean-Pierre Elongembassi, CGLU Afrique, mais aussi Emilia Saïs, qui est la secrétaire générale de CGLU, Frédéric, bien sûr, secrétaire général du CCRE, mais vous retrouvez beaucoup d'autres réseaux africains, européens dans les signataires, des chercheurs connus et reconnus, parce que vous avez dans les signataires Jean Jouzel, qui est le président d'honneur de Climate Change, qui soutient beaucoup Climate Change depuis le début, mais aussi Valérie Masson-Delmotte, qui est aujourd'hui, évidemment, vous le savez, très active au niveau du GIEC, ou Hervé Le Treut.
beaucoup de responsables d'entreprises très engagés sur les enjeux climatiques et aussi animateurs de réseaux comme ICC, l'International Chamber of Commerce ou le Global Compact, même si je rappelle que les réseaux ne l'ont pas, ne soutiennent pas formellement, mais ce sont les animateurs de ces réseaux qui ont signé à titre personnel, et collectivités, chercheurs, entreprises et grandes ONG, dont le WECF ou des réseaux comme 4D ou les réseaux de peuples autochtones avec Ndan ou Hindou Ibrahim, qui est assez connu, voire très connu maintenant sur la scène internationale du climat. Donc, c'est vraiment un texte qui porte cette parole collective. Ensuite, une des particularités de ce texte, outre la diversité des acteurs fédérés, c'est de ne pas être un texte yaka faucon où on remet sur la table juste quelques priorités. Ces textes existent déjà, ils sont néanmoins tout à fait légitimes, mais nous, le travail qu'on a fait, et je salue vraiment tout l'engagement de Climate Change sur ce travail, c'est de s'appuyer sur l'Observatoire mondial de l'action climat non étatique que nous avons développé depuis 2 ans, qui est un observatoire, à l'inverse de d'autres documents, eux aussi tout à fait importants et légitimes, je pense notamment au rapport annuel du PNUD, n'est pas un document qui cherche à agréger les engagements pour voir si le niveau d'engagement correspond aux enjeux pour tenir la trajectoire de l'accord de Paris, mais c'est un peu, comme je le dis toujours, l'observatoire Saint-Thomas. C'est-à-dire, c'est l'observatoire qui essaye de regarder la réalité des actions portées par les acteurs non étatiques et aussi de comprendre les dynamiques des acteurs non étatiques en les croisant avec les contextes nationaux. Et donc, toute l'équipe autour d'Amaury Parel, depuis 2 ans, nous produisons beaucoup, pratiquement 1000 pages d'analyse par an, à la fois une étude annuelle des évolutions par secteur, des études de cas territoriaux, des études de cas pays sur les secteurs pour croiser justement les politiques nationales avec les dynamiques d'acteurs. Et là aussi, c'est un travail assez unique. Aujourd'hui, facile à retrouver sur notre site avec une nouvelle cartographie. Et donc, on a essayé d'appuyer les 6 priorités qu'on développe ici sur l'analyse de ce qui nous a semblé particulièrement intéressant comme action avec des résultats quantifiables sur la question climatique sur ces 2 dernières années, puisqu'on a le recul de ces 2 ans. Sachant que l'observatoire est un observatoire un peu conçu pour lutter aussi contre ce que j'appelle souvent le climato-fatalisme, c'est-à-dire le fait de dire on n'y arrivera jamais. Et nous, on a toujours essayé, c'était avant évidemment le Covid qui va changer beaucoup de choses, de regarder aussi les signaux faibles d'évolution positive. On avait vu, par exemple, dans le premier rapport, la montée en puissance des ONG sur la contestation en justice des stratégies nationales. Ça, on l'avait vu avant que ça devienne assez présent sur la scène médiatique. Cette année, on a insisté sur le fait que pour la première année, le nombre de voitures neuves vendues dans le monde s'était stabilisé, ce qui est un élément intéressant. Et on regarde les grandes évolutions sur la déforestation, sur l'énergie, bien sûr. Donc, à partir de l'observatoire, on a produit une note d'une 20aine de pages qui donne la justification ou en tout cas des indications par rapport aux grandes priorités qu'on s'est données. Alors, ces grandes priorités, puisque a priori, donc, tout le monde n'a pas eu le temps de regarder le texte, elles sont au nombre de 6. Alors, toujours difficile de trouver le bon équilibre entre un texte pas trop long et un texte trop précis. On a essayé quand même d'être relativement précis avec des messages clairs. Premier message, c'est donner un prix véritable au carbone et couvrir toutes les émissions mondiales. Ça, pour nous, ça reste quelque chose de tout à fait prioritaire. Et vous trouverez dans la note notamment l'analyse que nous avions fait de l'évolution en Grande-Bretagne de la production électrique, où l'effondrement de cette production liée au charbon sur un temps très court, qui est vraiment une des grandes actions, peut-être pas assez soulignée, une des grandes actions avec des résultats forts sur l'enjeu climatique, est très liée au fait
que la Grande-Bretagne a mis un prix du carbone élevé sur la production électrique à base de charbon en Angleterre, en Grande-Bretagne, et avec un résultat fort. Vous pourrez trouver aussi dans notre rapport le fait qu'en Suède, le développement des biocarburants s'est fait aussi avec un prix du carbone extrêmement élevé. Donc, nous disons la nécessité de l'augmentation du prix du carbone sur le marché européen, avec un prix plancher suffisamment haut pour permettre ce basculement, avec des mécanismes d'accompagnement des pays, des secteurs économiques les plus dépendants. Et point important, et on va y revenir ensuite, c'est justement d'abonder aussi avec ces fonds les politiques de transition et les politiques de développement. On pourrait longtemps évoquer la manière dont la France, ce n'est pas le thème de cette conférence de presse, n'avait pas lié dans un premier temps l'augmentation de sa taxe carbone avec ses politiques climat. On sait ce qu'il en est suivi, mais nous, on insiste vraiment sur le fait que ça doit être très, très lié. Et notamment sur l'accompagnement des secteurs économiques qui ont besoin de muter et sur les politiques de développement. Le deuxième point, justement, j'essaie de ne pas être trop long, puis je vais donner rapidement la parole pour 2-3 minutes à chacun des membres de l'association que nous avons sollicité. C'est un point assez absent actuellement de la politique de relance, alors que ça nous semble un point tout à fait essentiel, qui est que nous ne pourrons pas tenir les objectifs climat et évidemment les objectifs ODD si nous ne renforçons pas les politiques de développement et les flux financiers vers les pays en développement. Ça, c'est un point qui devrait être beaucoup plus présent aujourd'hui dans le débat sur les objectifs du prochain mandat de la Commission européenne, y compris sur le New Green Deal. C'est un élément du New Green Deal. Et donc, nous insistons énormément là-dessus et nous montrons, y compris que, et vous le retrouverez dans la note de l'Observatoire, que nous avons aujourd'hui de vraies réussites en Afrique ou en Asie sur les politiques climat, notamment les politiques de stabilisation des couverts forestiers liés aux flux financiers européens. On peut prendre par exemple l'exemple du CAFI aujourd'hui dans le bassin du Congo, où on a des résultats significatifs, mais on en a aussi en Indonésie, où on voit que ces flux financiers sont quand même absolument utiles, souvent efficaces sur la stabilisation du climat et évidemment sur les enjeux de développement. Donc nous, on insiste énormément sur le fait que les politiques de développement doivent être aujourd'hui dans le débat européen et que ces flux financiers doivent être évalués, que ce soit l'aide directe au développement, les financements nouveaux, les annulations de dette. Donc ça, c'est un point sur lequel l'Europe doit assumer son leadership au niveau international et sur lequel il nous semblait essentiel de le remettre dans le débat. Parce que vraiment, si vous regardez bien comment est le débat européen aujourd'hui, mais je laisserai Frédéric et Jean-Pierre en parler, c'est quand même assez absent du débat sur l'après-Covid. Troisième élément qui était probablement attendu d'une adresse Climate Change, c'est de mettre l'action des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux au cœur de la stratégie. Le rapport que nous publions depuis 2 ans montre énormément de succès, et de succès très forts de collectivités sur la baisse de leurs émissions en Europe. Vous avez vraiment sur la cartographie de l'action, la cartographie de l'Observatoire sur notre site, énormément d'exemples à ce niveau-là. Ça veut dire que les plans de relance économique européens, qui sont aujourd'hui en discussion, doivent vraiment être prioritairement fléchés sur l'action locale et régionale. Ça veut dire des mécanismes renforçant la capacité d'action publique. Par exemple, un point très important, alors que tout le monde parle aujourd'hui de relocalisation économique, et je sais que le CCRE est très attentif et mobilisé sur ce point, la question des outils de commande publique, puisque les commandes publiques des collectivités sont cadrées par les législations européennes, sont un point sur lequel il faut avancer très rapidement si on veut réussir des relocalisations, des circuits courts. Ça fait partie des points qui nous semblent clés. L'accès aux emprunts, et ça vaut aussi pour les collectivités du Sud, vont être un enjeu fort pour que les collectivités puissent se développer. Et y compris, là aussi, vous verrez dans la note beaucoup d'exemples de ce type. On voit que quand les territoires ont la maîtrise,
la capacité d'action sur les outils de production énergétique, y compris de mobilisation de l'épargne locale, on a là aussi des résultats bien plus significatifs. Donc tout ça, vous le trouvez à la fois dans la note d'analyse et évidemment dans l'adresse. Dans ce cadre-là, il y a un enjeu majeur sur les politiques de réhabilitation du parc de logement. Ça, je crois que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est devenu même un passage quasi convenu de tous les discours sur la transition énergétique et climatique. Ce qu'on montre, et notamment à travers l'exemple canadien que nous avions analysé dans le rapport de l'Observatoire, que si nous n'avons pas une mise en cohérence de toutes les politiques publiques aux différents échelons, nous ne tenons pas les politiques de réhabilitation. Et que là aussi, il ne suffit pas, y compris de débloquer des fonds, s'il n'y a pas cette cohérence entre l'animation locale, l'accompagnement des filières économiques au niveau régional et national, les financements de très long terme massifs et à taux très bas, on n'y arrive pas, plus des questions de normes. L'exemple canadien, là, est extrêmement inspirant puisque les Canadiens ont des résultats en termes d'efficacité énergétique et de baisse des émissions de CO2 sur la question du logement qui doivent beaucoup nous inspirer. Quatrième point, c'est l'importance des politiques de transport, là aussi très présent dans le débat. Nous avions très bien vu dans le rapport de l'année dernière de l'Observatoire, avant même les aménagements un peu d'urgence qu'on voit fleurir dans beaucoup de villes, le développement très fort de toutes les politiques vélo un peu partout en Europe et dans le monde. Ça c'est une dynamique très, très forte qu'il s'agit maintenant de continuer à accompagner, y compris dans les fonds européens, y compris dans le cadre des fonds de la politique de cohésion qui a beaucoup financé du transport public, trouver les moyens que ça finance aussi tous les aménagements de circulation douce dont les villes ont besoin. Il y a l'enjeu de la taxation du transport aérien. Là aussi, nous l'avons beaucoup analysé. Nous avons analysé ce qui se passe en Suède, où il y a une baisse des émissions à ce niveau-là, et une modification en profondeur de l'évolution de la flotte de véhicules routiers, où là aussi, vous trouverez dans la note, et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez retourner sur le site et rouvrir, évidemment, il y a même tous les liens dans la note, l'analyse que nous avons fait sur la Norvège et sur la Suède, de montrer que là aussi, s'il n'y a pas de cohérence d'accompagnement, l'exemple norvégien sur la voiture électrique, qui est le seul exemple européen aujourd'hui d'un résultat significatif de changement du parc de véhicules, montre qu'il faut absolument un accompagnement complet, y compris faciliter l'utilisation des véhicules. Là, on a beaucoup d'exemples que vous trouverez, et on insiste sur les filières de biocarburants de deuxième et troisième génération uniquement, puisque dans notre rapport, nous avions réussi aussi à bien montrer que la stratégie suédoise, à travers des résidus d'huile de palme, posait quand même de vrais problèmes de comptage, voire de double comptage, et qu'il faut sortir absolument des biocarburants liés directement ou indirectement à l'huile de palme. Cinquième point, et je vais essayer de ne pas être trop long, c'est toutes les questions liées à l'agriculture qui ne sont pas étayées par la note de l'Observatoire, puisque nous n'avons pas encore réussi à travailler, parce que c'est extrêmement compliqué en termes de mesures d'impact sur les stratégies agricoles. Donc, c'est le point qui n'est pas étayé par une note de l'Observatoire, mais ça n'empêche que cette évolution du modèle agricole européen reste absolument centrale et qu'il nous fallait le rappeler. Et enfin, sixième point, c'est cette mutation numérique qui est aussi dans tous les discours, qui est très présente dans les rapports de l'Observatoire depuis 2 ans, et où on insiste, nous, beaucoup sur l'enjeu de faciliter l'accès des acteurs publics et privés, notamment des acteurs territoriaux, à tout ce qui est capacité de gestion fine par le numérique de leur flux, de la mobilité, des consommations d'énergie, qu'il faut là un plan de soutien européen au développement de ces outils numériques mis à disposition des territoires. Ça nous semble vraiment très important, qu'il y a un enjeu majeur sur l'équipement numérique des bâtiments, qui a un enjeu absolument central sur l'aménagement du territoire, puisqu'on voit bien que là, la crise du Covid entraînera certainement des changements d'habitude de mobilité, l'utilisation du
télétravail et des visioconférences qui nous permet aujourd'hui d'être réunis. Et donc, c'est un point absolument central. Donc, ça fait une note à la fois plus longue que beaucoup de tribunes. On ne voulait pas une tribune, on voulait une adresse qui nourrisse vraiment le débat européen. Maintenant, on l'envoie à tous les dirigeants européens, je l'ai dit, Commission européenne, Parlement européen, gouvernements nationaux et parlements nationaux. Et évidemment, on suivra tout cela dans la durée en étant à la disposition de tous les acteurs, y compris pour leur dire pourquoi on porte ça et sur quels exemples à l'échelle européenne ils peuvent s'appuyer pour défendre ces positions. Je crois que c'est vraiment la force de cette stratégie de plaidoyer, de ce moment de plaidoyer de Climate Change, c'est d'avoir vraiment deux documents. L'adresse et la note de synthèse de l'Observatoire. Et je remercie encore toutes les équipes de Climate Change qui ont fait ce travail depuis 3 mois. Je vous propose en quelques minutes d'illustrer tout ça avec des membres du bureau de l'association, des membres très actifs de l'association. On aurait pu en inviter d'autres, mais évidemment après ça devenait très long. Et je propose de commencer peut-être par Frédéric Vallier, qui suit évidemment la négociation européenne à Bruxelles avec le Conseil des communes et régions d'Europe, les uns et les autres pour illustrer rapidement ces propos, et on cherchera surtout à répondre à vos questions. Donc 2-3 minutes chacun. Frédéric, tout d'abord. Merci Ronan. Je vais être plus bref que Ronan. Et je m'excuse par avance parce qu'on a un énorme orage sur Bruxelles, donc si vous entendez des coups de tonnerre, c'est normal. Non, d'abord pour dire que nous avions une crainte à la sortie, ou en tout cas au moment de cette crise du Covid, c'est que les objectifs que la Commission européenne s'était fixés en décembre dernier, à savoir la mise en place d'une politique très ambitieuse pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050, à travers le pacte vert ou le Green Deal, que tout cela soit abandonné à l'aune de la crise économique qui s'annonce. Et je dois dire qu'on est assez satisfait pour l'instant des annonces qui ont été faites par la Commission européenne, puisque la Commission a réaffirmé son engagement et souhaite mettre en place une politique qui accompagne la transition en Europe et face à ce moment compliqué de crise économique, une opportunité pour justement changer le modèle de développement européen pour renforcer encore plus les objectifs qu'elle s'est fixés. Alors c'est vrai que la pandémie est une situation sans précédent et ici on est assez convaincu, et je parle pour moi mais aussi pour les gens de la Commission, du Parlement, enfin on va dire la Brussels Bubble comme on dit ici, que rien ne sera plus exactement comme avant à la sortie de cette crise et que l'enjeu pour l'ensemble des acteurs, c'est de voir quelle stratégie on met en place pour créer les conditions d'un plan de relance qui s'appuie sur cette transition. Alors, comment on fait ça? D'abord, techniquement, je dois dire que la Commission souhaite associer l'ensemble des acteurs dans ces plans de relance et le plan de relance européen doit être décliné au niveau de l'ensemble des pays. Et il y a un appel clair de la Commission à ce que dans chacun des pays, les plans de relance nationaux soient co-imaginés, si ce n'est co-écrits, avec les acteurs du territoire, pour ce qui nous concerne, nous, collectivités territoriales, mais aussi avec les acteurs économiques et de la société civile. Et donc là, il y a un enjeu qui dépasse les négociations habituelles des cadres financiers pluriannuels, puisqu'on est encore dans cette phase de discussion du prochain plan de financement européen, pour faire en sorte que justement on puisse développer des politiques européennes qui répondent aux enjeux à la fois évidemment de la relance économique liée au Covid, mais aux enjeux climatiques et de développement durable. Très rapidement, je voudrais insister aussi sur le fait que cette crise
a montré l'importance des services publics locaux. On a vu au début de la crise, particulièrement en France, que l'État a voulu recentraliser la décision et a voulu, avec une habitude très française de dire, bon, on va gérer la crise au niveau national. Et puis, on a bien vu rapidement que c'était impossible à faire sans associer les villes, sans associer les acteurs locaux. Et on le voit partout en Europe, c'est dans le partenariat entre les différents niveaux de gouvernance qu'on a réussi à trouver les bonnes réponses à la fois à la gestion de la crise elle-même, mais aussi maintenant à la gestion de la sortie de crise, que ce soit au niveau des services publics de base, comme les déchets, la sécurité, mais aussi la gestion de la crise avec les acteurs économiques locaux, en lien avec, par exemple, les restaurants, les bars, les PME. Et je crois que ça, c'est un enjeu aussi très important pour l'avenir. Et enfin, je voudrais dire insister sur un point qui est important. L'Europe est le premier contributeur mondial en termes de politique de développement. Et pour nous, c'est très important aussi de voir comment on va pouvoir accompagner nos partenaires, les pays partenaires de l'Europe, et comment on va pouvoir travailler ensemble en partenariat avec les collectivités territoriales du monde entier pour mettre en place des politiques durables et pour échanger sur les bonnes pratiques, parce qu'on voit bien que le Covid affecte l'ensemble des territoires mondiaux les uns après les autres. Et évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes capacités de réponse. L'Europe a été touchée, mais j'allais dire qu'elle a été touchée moins que d'autres régions du monde. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Inde, en Amérique latine, demain peut-être en Afrique. Et il faudra aussi que l'Europe soit présente. Et de ce point de vue-là, la Commission européenne a mis en place, a créé ce qu'ils ont appelé la Team Europe pour répondre aux urgences mondiales, dans laquelle les collectivités, les représentants en tant que nous-mêmes, nous demandons à être présents, et les collectivités locales seront présentes dans cette action à travers la coopération décentralisée. Alors, comment les municipalités et les régions vont mettre en œuvre le pacte vert, le Green Deal sur le terrain? Le Green Deal a un impact majeur pour nous parce que dans la plupart des objectifs qui sont fixés, les collectivités locales seront en première ligne. Si on pense à l'énergie, tout ce qui relève des bâtiments publics, des bâtiments sociaux, du logement social, c'est directement les collectivités locales qui en ont la responsabilité. Et d'autre part, si on prend en compte la transition, vous savez qu'il y a un fonds qui a été créé pour accompagner les régions en transition, et nous sommes très soucieux à ce que ce fonds soit directement attribué aux territoires, aux collectivités territoriales, pour pouvoir accompagner les territoires les plus impactés par la transition énergétique à développer de nouvelles activités. Enfin, il y a la question de la nouvelle loi européenne sur le climat qui va inscrire dans la législation l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est un enjeu très important. Nous sommes engagés nous-mêmes en tant que réseau à soutenir cette loi, mais vous savez que c'est encore en discussion avec certains pays qui, pour l'instant, ne souhaitent pas s'engager sur cette voie. Mais enfin, on a bon espoir que ça puisse se faire. Et pour nous, les collectivités territoriales, les collectivités locales pourront s'engager si elles ont les moyens de mettre en place leur politique publique. Et la loi devrait permettre justement de fixer ce cadre, notamment par éventuellement des ressources propres à l'Union européenne qui pourraient être ensuite partagées avec les collectivités. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, parce que les pays ont un peu dépassé quand même. J'ai dépassé, moi? C'est toi qui me dis ça? Oui. Et voilà. Mais je voudrais vous dire aussi qu'on va adopter la semaine prochaine
nos lignes directrices, nos messages essentiels aussi pour la Commission européenne en lien avec le Green Deal. Et je pense que Eva va le mettre sur le chat si ça vous intéresse. Merci. Merci Frédéric. Du coup, je passe la parole tout de suite à Jean-Pierre Along-Mbassi. Climate Change est très présent sur l'Afrique avec un sommet annuel, des coalitions thématiques. On est tous convaincus que l'Europe seule ne stabilisera pas le climat, même si elle doit assumer sa part et réduire évidemment ses émissions, et que ces questions de développement d'agenda, des ODD, des agendas du climat sont absolument centrales, doivent être donc une part de la stratégie européenne en cours de discussion, avec un continent africain très frappé par la crise économique. Donc, Jean-Pierre Along-Bassi, qui porte la voix des collectivités africaines partout dans le monde depuis des années, je te laisse la parole pour quelques minutes, pas trop s'il te plaît, pour qu'on puisse répondre surtout aux questions des journalistes. Merci. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Je sais que peut-être parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais simplement d'abord saluer le travail qui a été fait et qui est remarquable. Et je crois que si on est partie prenante de Climate Change, c'est parce qu'on en attend quelque chose de ce type-là. Et félicitations pour ce que vous avez produit. Je suis de ceux qui pensent que ce travail se fera date, parce que vous dites le jour d'après. En réalité, on n'aurait jamais dû quitter la trajectoire. Bon, le Covid nous a mis dans une trajectoire, entre parenthèses, et maintenant, cette parenthèse fermée, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y a deux éléments qui me semble-t-il, sont des messages forts que nous envoie le Covid. D'abord, on peut diminuer les activités économiques sans que le monde soit totalement bouleversé. C'est quelque chose qui est très important parce qu'avant, on nous disait, c'est la course en avant vers la compétitivité de tous contre tous. Sinon, c'est comme pour le vélo, on tombe. Manifestement, on n'est pas tombé. Pour le moment, on n'est pas tombé. Et manifestement, les sociétés ont continué à vivre dans la difficulté. C'est sûr qu'il y aura des blessures, mais c'est sûr aussi que beaucoup de gens se sont réinterrogés, se sont interrogés sur la manière de vivre autrement. Ça, c'est un point très important qu'il faut souligner. Le deuxième point important, c'est que la doxa nous disait qu'il n'y a pas d'alternative au modèle actuel. Malgré les avertissements de tous ceux qui sont sensibles à l'impossibilité de continuer ce modèle de développement sans heurter les limites de la planète, beaucoup de gens disaient, comme Margaret Thatcher, there's no alternative. Maintenant, on sait qu'il faut une alternative si nous voulons survivre. Et l'agenda du climat et l'agenda du développement durable nous ont montré que quand la communauté internationale a des flashs de lucidité, elle peut arriver à faire quelque chose qui mobilise l'ensemble de l'humanité. Et le Covid a montré qu'on peut, là encore, même dans une crise comme celle-là, mobiliser l'ensemble de l'humanité. Donc, on voit bien qu'une action coordonnée universelle est possible. Ça, c'est le deuxième message du Covid. Le troisième message, et c'est ce que je retiens en partie de ce que a dit Frédéric j'ai tout de mémoire, Roland, c'est que au fond, il n'y aura pas de jour d'après positif si on ne remet pas à l'ordre du jour l'idéal du co-développement, si on ne remet pas à l'ordre du jour la co-responsabilité et si on ne remet pas à l'ordre du jour la solidarité internationale. Or, ces messages-là sont en contrepoint de ce qui se passe actuellement. On remet tout ce qui est multilatéralisme, coopération internationale, on le remet en cause. Et le Covid a produit deux réflexes contradictoires. Un qui est repli
sur mon problème à moi, résoudre mon problème à moi, et même parfois remise en question des solidarités qu'on croyait établies. Dans le cas de l'Europe, vraiment, nous avons été très étonnés de certaines réactions des Européens, puisque pour nous, la Constitution européenne est probablement un des chemins à suivre pour bâtir dans la paix et non pas dans la guerre, dans la paix, des solidarités entre pays. Eh bien, on a heureusement aussi vu qu'il y a des réflexes de mise en commun. Donc, mais il y a une tension là. Cette tension n'est pas encore totalement résolue et je crois qu'il y a là une question où les sociétés civiles et les autorités locales doivent apporter une voix forte. Et je suis très content de l'adresse que vous avez préparée pour les dirigeants européens. Et si vous me permettez, mutatis mutandis, moi, je veux préparer la même pour les dirigeants africains. Parce que, je ne veux pas faire du copier-coller, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais c'est très important qu'on sache que les gens d'en bas, eux, veulent la solidarité. Et que la compétition de tous contre tous qui nous menait droit au mur doit s'arrêter. Et comme le Covid, les experts l'ont dit, est une maladie d'écosystème. On voit bien que si on ne met pas en jeu l'agenda du climat et l'agenda de la biodiversité, si on ne revient pas dans les clous, alors des Covid, il y en aura de plus en plus. Donc, quelque part, je salue ce travail. Je vais le diffuser et je vais même me permettre de vous demander de m'aider à faire la même chose à l'adresse des dirigeants de notre continent. Et je voudrais que le travail que vous avez annoncé sur les questions agricoles soit mené à son terme. De toute façon, CGLU Afrique et ses membres participeront volontiers à ce travail. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Et je te rappelle d'ailleurs que nous avons une coalition qui rassemble un certain nombre d'acteurs africains sur les questions agricoles. Autre, en essayant vraiment de ne pas être trop long, mais dans les messages clés que porte Climate Change dans les négociations internationales depuis des années, ça vaut pour l'Afrique, ça vaut pour l'Europe, c'est cette question absolument centrale que ceux qui font ne sont pas obligatoirement de grands acteurs, de grandes collectivités, de grandes entreprises, mais qu'au quotidien, l'action est portée par beaucoup de petits acteurs qui ont beaucoup de difficultés d'accès au financement. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour l'Afrique. C'est encore plus vrai pour un certain nombre d'acteurs qui portent pourtant souvent la cohésion des sociétés, les femmes. On a insisté aussi beaucoup dans les signataires sur la question des peuples autochtones. Donc, je laisse la parole à Anne Barr. Merci Ronan. Donc effectivement, c'est bien la raison pour laquelle moi, en tant que représentante de WECF, qui est membre de la Women and Gender Constituency, donc une coalition d'une trentaine d'ONG qui représentent les droits des femmes et qui se battent pour l'égalité de genre au sein de la Convention climat, nous nous sommes engagés dans Climate Change. C'est pour faire ce lien, cette synergie entre l'agenda de l'action climatique et l'agenda 2030 des objectifs du développement durable. Effectivement, je crois que la crise du Covid l'a très très bien montré. La société civile, les citoyens, les citoyennes, les professions essentielles, les services de santé, les professions qui contribuent à la production alimentaire et à la distribution des aliments, toutes ces personnes-là, qu'on peut peut-être qualifier de petites personnes, en tout cas de personnes individuelles, elles sont la base de la résilience d'une société. Et je crois que les plans de relance de la Commission européenne doivent absolument tenir compte de ce rôle fondamental que jouent les citoyens et les citoyennes. Et c'est pourquoi, pour nous, la solidarité internationale et le financement de cette solidarité internationale doit aller avant tout à non seulement les collectivités territoriales, mais aussi l'ensemble des acteurs qui sont sur ces territoires et à l'échelle locale. Je pense aussi qu'on peut dire que
certains pays qui ont réussi à se sortir bien de cette crise du Covid sont ceux qui ont su montrer comment il y avait une bonne collaboration entre les collectivités territoriales, les associations et les citoyens et les citoyennes. Alors pour nous, c'est vraiment fondamental que cette aide au développement et que ces efforts supplémentaires que doit faire la Commission européenne pour la solidarité internationale soient faits en financement additionnel, soient faits également en véritables fonds, c'est-à-dire en dons, éventuellement en annulation de dettes. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. WCF est impliqué dans différents réseaux d'ONG, dont Coordination Sud, dont le réseau Action Climat. Et ce sont des coalitions qui demandent à une réflexion vraiment importante sur l'annulation de la dette. Donc c'est un point que je tiens à apporter ici et qui est important. On l'a mentionné dans cette adresse de Climate Change et ça me fait plaisir parce qu'effectivement ce sont des réflexions qui doivent être menées. Je pense également que on doit parler d'une approche différente. Effectivement, Frédéric, tu l'as dit, les choses ne seront plus pareilles après cette crise. Et il me semble que la crise a montré aussi que les approches participatives étaient fondamentales pour arriver à de meilleurs résultats. Et donc, oui, effectivement, il faut que les plans de relance se construisent dans la participation avec l'ensemble des acteurs et des actrices. Et donc, vraiment que ce motto de l'agenda 2030, ne laisser personne derrière, il soit mis en œuvre et que ce ne soit pas seulement une belle parole. Donc aujourd'hui, on a cette chance, on a cette opportunité, il faut savoir la saisir. Et enfin, dans cette approche participative, je pense que là, ça rejoint notre combat à nous essentiel, c'est d'avoir une approche participative qui soit une approche qui intègre aussi la question de genre. On voit bien que dans les pays où les inégalités sont fortes, eh bien, la crise du Covid a renforcé encore plus ces inégalités, et notamment les inégalités de genre, qui a porté véritablement l'effort de santé, l'effort alimentaire. Pendant cette crise, c'était à 80% pardon, les employés qui travaillaient dans ces secteurs de la santé, de l'éducation aussi, et de la distribution alimentaire, ce sont des femmes. Et donc, on ne peut pas continuer à construire une société sans tenir compte du fait qu'il y a des personnes qui portent des efforts fondamentaux, mais qui en même temps sont extrêmement discriminées dans leur accès à l'emploi, dans leur accès à des financements et même dans la reconnaissance de leurs droits et dans leur rôle politique. Et je terminerai par un témoignage d'un réseau africain avec lequel nous travaillons. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que dans le chat, je vous ai mis le lien vers une plateforme que nous avons construite pendant cette crise, justement pour faire un espèce d'état des lieux général de la façon dont les États répondent à la crise et aussi de la façon dont la société civile répond à la crise, mais aussi à la façon dont elle est impactée négativement. Eh bien, le témoignage de ces femmes africaines, c'est de dire, voilà, on a porté nos sociétés pendant cette crise et maintenant, on voit que la politique est en train de se reconstruire sans nous inclure. Voilà, donc je pense que la Commission européenne, elle peut jouer un rôle de leadership pour que cette reconstruction, elle se fasse en intégrant tout le monde, hommes et femmes, et citoyens et citoyennes, l'ensemble de la société civile dans cette reconstruction. Merci. Anne. Et je termine avec Gilles Vermaux-Desroches. Je voudrais redire ce que j'ai dit en introduction, qui est que l'adresse que nous portons est signée largement par 60 personnalités très impliquées sur les questions climatiques en Europe et en Afrique. Vous pourrez retrouver la liste, je ne vous la redonne pas. C'est le seul endroit aujourd'hui où vous avez des paroles communes d'acteurs qui culturellement ne sont pas les mêmes, des élus locaux, des associations activistes pour certaines, et des entreprises. Et Gilles Vermaux-Desroches, qui est vraiment un soutien de Climate Change depuis l'origine très, très fort, qui est le directeur du développement durable de Schneider Electric, mais aussi un animateur de réseaux internationaux d'entreprises, va nous donner un point de vue plus entreprise. Il va certainement aussi nous parler de jeunes, parce que c'est aussi une part importante de son investissement et c'est un enjeu majeur. Mais vraiment, cette adresse portée par ces trois piliers
collectivités, associations, entreprises, à l'échelle européenne et internationale, ça reste quand même tout à fait unique dans cette grande galaxie des acteurs du climat et du développement. Gilles, pour 2 minutes, comme les autres, tout le monde n'a fait que 2 minutes, je l'ai bien noté, sur mon horloge. Et après, on vous laisse poser quelques questions. On voit, merci Ronan de cette mobilisation et de ton engagement personnel, celui des autres. Alors on voit, ça c'est intéressant, les précautions que Ronan prend juste avant ma prise de parole, c'est dire comment une coalition comme ça est utile, même si elle est en chemin et ce chemin n'est pas forcément intégralement abouti. On participe tous à un certain nombre de coalitions depuis longtemps qui en général ont au moins tout un point commun. Il y a celle des grandes entreprises, il y a celle des entreprises, il y a celle des ONG, il y a celle des femmes, il y a celle des acteurs publics, etc. On peut en tous les cas saluer dans Climate Change, où de fait nous sommes acteurs, une volonté jamais démentie d'essayer de trouver un chemin dans lequel des acteurs différents sont susceptibles de s'engager. Et pas seulement de faire une coalition pour une tribune et une adresse pour prêcher pour sa propre paroisse. Donc je ne vais pas dire que l'alpha et l'oméga du progrès de demain, ça sera de soutenir les entreprises parce que sans elles, pas d'emploi. Je pense que ce que prouve, ou en tous les cas dans le chemin dans lequel il y a encore du travail à faire, que porte Climate Change, c'est de se dire que le sujet sur lequel nous sommes impose de se fortifier les uns les autres avec des regards probablement différents. Par exemple, j'ai envie de dire que cette crise est une chance pour ceux qui ont de la chance. Parce que chacun d'entre nous, on peut en tirer des enseignements de ce qui a été vécu depuis 3 mois, de comment le digital est probablement le seul sujet dans lequel, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, les personnes auraient refusé d'avoir une immense pénurie, alors même qu'ils ont accepté d'autres types de pénuries, y compris celle de la liberté. Et donc, on voit comment il a joué un rôle qui fait que cette crise, il y a 5 ans, n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Comment, dans la plupart de nos pays, et la France encore plus qu'ailleurs, on a su réduire l'inquiétude et prendre attention des générations seniors en prenant toutes les mesures qu'il fallait dans les 3 mois qu'on vient de vivre. Et de fait, comme le disait Ronan, donc, je saisis la balle au bon pour au moins trois propos. Comment les jeunes générations sont celles qui, au moment où on fait cette conférence, et celles qui rentrent en inquiétude lorsqu'elles doivent trouver un job. L'OIT ayant publié des chiffres dramatiques sur les moins de 30 ans et l'emploi dans les derniers mois. Et comment elle passera aussi à la caisse pendant des décennies pour financer cet accroissement de la dette mondiale de 20% en 3 mois. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire les mesures, mais je dis que de fait, on a là quelque chose d'assez complexe où on voit, et ça va être tout l'enjeu de cette note, que cette crise a permis de réfléchir autrement à comment penser l'évolution et au fond, comment mettre un mot que l'on s'est retrouvé dans nos 6 directions au centre de toutes les questions qui est celui de la santé. Au fond, la santé procède de la nécessité du maintien d'un climat acceptable. Et on voit aujourd'hui tous les acteurs, y compris le monde de l'entreprise, s'engager à souhaiter un prix au carbone aux frontières de l'Europe et aussi un renforcement mondial de tous ces enjeux-là pour que qui investit dans le bas carbone ne se trouve pas dépourvu à la suite parce que ceux qui ne le feraient pas trouveraient de meilleurs sujets. On voit comment les enjeux de relocalisation, de résilience, du local
d'un transport plus collectif, etc. De l'agriculture, évidemment, parce que probablement que c'est le deuxième sujet, même si mon entreprise en est très loin, qui est capital sur ce sujet-là, sans oublier la transformation numérique. Donc, au fond, l'enjeu est ici de nous faire réfléchir chacun pour notre part dans le métier qu'est le nôtre, en prenant en considération que ce que l'on vient de vivre doit nous servir au minimum comme un grand accélérateur pour transformer beaucoup de politiques et nous a fait découvrir que c'était possible. Au fond, je crois que je retiens ça. Probablement que la notion d'innovation est indispensable dans chacun des sujets qui sont là. Soutenir fortement les collectivités territoriales, en particulier dans leur transformation pour des villes plus harmonieuses, plus douces, quel que soit le sens qu'on met à ce mot-là, que ce soit dans le transport ou dans la manière de vivre, etc. Tout ça passe aussi par des solutions qui leur sont mises à disposition dans le cadre d'innovation qui, si elles n'existaient pas dans le monde de l'entreprise, n'auraient pas de sens, et dans le cadre d'entreprises qui soient en capacité de donner l'emploi à tout le monde, et en particulier aux jeunes qui sont les acteurs de l'innovation, pour travailler l'ensemble de ces sujets. Donc, de fait, on a là un texte, probablement qui ne ressemble pas à tout le monde, probablement que si l'un ou l'autre des acteurs de cette coalition l'avait fait seul, il l'aurait fait un peu différemment, mais il porte un message collectif sur le fait que c'était probablement déjà vrai avant. Saisissons la menace de cette immense crise comme au moins sur 2 ou 3 sujets une opportunité, et il me semble que nous en avons quelques-unes à faire fructifier. Merci Gilles. On a été un peu long, mais je crois qu'il fallait rappeler la démarche et puis vous donner quand même l'essentiel des propositions, en rappelant donc que ce sont 2 textes communs et que c'est une démarche assez unique par les acteurs fédérés et par le travail en back-office avec tout le travail d'observatoire. Est-ce que vous avez donc des questions? L'avantage d'avoir été long, c'est qu'on a peut-être répondu à tout. Oui, non, pas de questions. Alors, je ne vois que Madame Hutto. Ah non, vous avez coupé votre micro. Vous êtes à l'inverse. Voilà. Ah, pardon. Je ne savais pas comment répondre. Non, je n'ai pas spécialement de questions à ce moment. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons clore. Donc, je vous rappelle que ça va être largement diffusé à partir d'aujourd'hui, que si vous avez des points précis, y compris liés à la note, nous sommes à votre disposition. Vous avez tous les contacts pour nous demander d'autres éléments. Et que donc, nous, on va maintenant effectivement suivre attentivement la suite par rapport à ces propositions, y compris, on en a un peu l'habitude, de revoir des fois les propositions ou les analyses de l'Observatoire reprises sans qu'on soit recité derrière, mais l'important, c'est que les idées avancent, et donc on va continuer à avancer là-dessus, et nous aurons dans les autres rendez-vous, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, comme notre sommet au Rwanda de septembre, évidemment annulé à ce stade, aussi un sommet africain virtuel sur le 2e semestre, et évidemment la présentation du rapport de l'Observatoire en fin d'année, avec la nécessité pour nous d'intégrer, alors que normalement on travaille sur l'année écoulée, ce qui s'est passé sur le 1er semestre 2020 dans le rapport de l'Observatoire de novembre 2020. Voilà, bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas donc de questions, merci. Oui. Une question quand même avant de vous quitter.
peut-être, il y a beaucoup effectivement d'instances et de textes aujourd'hui de consultation. Et comment peut-être cette adresse va être intégrée peut-être aux réflexions nationales en France que sollicite le président aujourd'hui. Alors, il y a pas mal. vous avez raison de revenir sur ce point. On la diffuse donc à l'ensemble des parlementaires, mais on va la diffuser à l'ensemble des acteurs. Et donc, dès cet après-midi, on va aussi la poster notamment sur le site de la Convention citoyenne, puisque un des enjeux va aussi être de voir comment les conventions citoyennes, parce qu'il n'y a pas que la Convention française, il y a aussi un processus assez important qui se déroule en Angleterre. Il va y en avoir un en Espagne, la ministre espagnole l'a aussi annoncé. Donc, on va effectivement aussi nourrir les conventions citoyennes. Alors, la Convention française est en fin de préparation de ces résolutions, mais effectivement, on va l'envoyer aussi à tous les acteurs. Le fichier Climate Change à travers le monde, c'est plus de 30 000 adresses. Donc, on va essayer de nourrir aussi les conventions et voir comment ensuite participer au débat. On prendra plusieurs initiatives par rapport à ça. Mais dans un premier temps, effectivement, l'idée, c'est déjà, y compris avec votre soutien, de largement la diffuser et notamment passer ce message sur l'importance de l'approche territoriale sans laquelle on ne tiendra aucun de nos objectifs. Je pense que la Gazette des communes en est généralement convaincue. Tout à fait. Bien, je vous remercie. Merci. Est-ce que dans les autres journalistes que je vois encore présents, il y a des questions? Non. Très bien. Bon, mais écoutez, dans ce cas, je vous remercie.